très très heureux de vous présenter cette session spéciale organisée avec Burgundy School of Business, et nous aurons l'occasion d'avoir tout au long de la journée et dans les jours qui suivent les orateurs de cette école très engagés à nos côtés que nous n'avons pas pu avoir ce matin, notamment Stéphane Boursieux, son directeur général. On est là pour évidemment s'intéresser à une question extrêmement épineuse. Comment est-ce qu'on peut accéder au bien-être dans un monde qui est complètement transformé par le dérèglement climatique, je dirais même le chaos climatique? Pour en parler avec nous, nous sommes très très heureux d'accueillir Ségolène Royal, qui a été ministre de l'Environnement, évidemment du Climat également, qui a été présidente de région. Et vous savez que c'est très très important pour nous parce que toutes ces journées, toutes ces rencontres du développement durable étaient ancrées sur le terrain, et aujourd'hui dans la région Bourgogne-Franche-Comté, qui aujourd'hui préside Désir d'avenir pour la planète, qui m'a même appris à mettre mon masque correctement, qui enseigne à Sciences Po sur la justice climatique. Ségolène Royal, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On va vous interroger sur ce manifeste que vous avez publié à la fin de votre mandat en tant que ministre, manifeste pour une justice climatique, qui aujourd'hui, avec cette crise sociale, cette crise sanitaire, a une forme de résonance alarmante. Et on va développer ça, mais avant de donner la parole à Ségolène Royal, parole aux citoyens, parole aux acteurs engagés, je vous présente Khadija. Khadija, qui est déléguée cette année au G7 des jeunes, qui était organisé aux États-Unis, à Washington, par notre association Sœur là-bas, et qui va nous partager les convictions qu'elle a défendues au niveau du G7. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Khadija El Khalila Ben Ramdan. Je suis déléguée U7 chargée du comité éducation et emploi. Comme vous l'avez compris, notre masterclass d'aujourd'hui est dédiée à la question de la justice comme condition première et fondamentale d'accès au bien-être. Le bien-être, c'est une situation où est garanti un accès à la culture, un accès à l'emploi, un accès à un logement, un accès à une santé gratuite, au numérique, bref, à une situation épanouissante où chacun et chacune peut organiser sa vie de façon autonome et épanouissante. Malheureusement, vous le savez, cette définition est bien loin de décrire la situation de milliers de jeunes Français, de millions de jeunes à l'international, en particulier en cette période de crise, car oui, la crise a exacerbé les inégalités sociales et économiques subies par la jeunesse. Elle a davantage réaffirmé la violence de la ségrégation scolaire, la violence de la précarité des jeunes et de leur pauvreté, notamment aussi de leur marginalisation croissante sur le marché de l'emploi, mais aussi la persistance et la violence des inégalités sexistes et des discriminations raciales. Vous l'avez compris, notre délégation française a tenu à mettre au centre des débats, au centre des discussions, la question de ces inquiétudes-là, de ces réalités difficiles, et notamment de prôner 3 principes fondamentaux, l'égalité, l'équité de traitement et la dignité humaine. Nous avons pendant des mois négocié avec nos confrères des autres délégations et nous sommes venus à plus d'une quarantaine de recommandations où nous appelons notamment à appeler à l'urgente nécessité d'accroître la résilience et la capacité d'adaptation des jeunes pour faire face aux futures crises à venir, aux futures crises sanitaires et économiques, pour qu'ils puissent être prêts, protégés davantage, formés davantage pour pouvoir réagir de façon la plus sereine et la plus optimale possible à ces questions. Nous nous sommes battus aussi pour mettre au centre des discussions la question de l'intégration de la jeunesse dans la transition verte, dans l'économie verte, pour que la justice environnementale soit tout autant une justice sociale et qu'elle permette d'intégrer la jeunesse au centre des débats, au centre du marché de l'emploi, au centre de cette transition économique. Pour parler de ces sujets, j'ai l'immense honneur et le plaisir de laisser la parole à Madame la ministre, Madame Ségolène Royal. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Khadija. Bonjour quand même, un petit coucou. Oui, un sourire derrière les masques. On ne peut pas tomber les masques, mais un sourire ne fait pas de mal. Khadija, vous l'avez entendu, merci, Khadija. Merci. Défend des valeurs extrêmement fortes qui montrent que tous les débats qu'on a eus, qui sont souvent alarmants, souvent anxiogènes depuis le début de ces rencontres du développement durable, et il y a matière à s'inquiéter, ne font pas perdre la boussole à une génération engagée qui a envie de continuer à se battre pour que cette planète soit vivable. Évidemment, Khadija est étudiante, vous l'avez deviné. Il y a des tas d'autres étudiants qui nous regardent à travers toutes les écoles co-organisatrices de ces rencontres du développement durable. Il y en a une en particulier à l'honneur aujourd'hui, Burgundy School of Business, une école exemplaire
très très avancé dans la matière et qui prend des engagements supplémentaires pour le développement durable en ce 5e anniversaire des objectifs de développement durable. Je voudrais passer la parole à Alexandre Asselineau qui dirige la recherche de cette école et qui, au-delà de ses collègues enseignants-chercheurs, de ses étudiants, va nous expliquer ce que cette institution académique prend comme engagement pour continuer à avancer en matière de transition écologique et solidaire. Alexandre. Oui, merci Thomas. Je voudrais m'inscrire peut-être dans les pas ou compléter ce qu'a eu l'occasion d'évoquer Stéphane Boursieux ce matin, et puis rappeler à la fois les raisons pour lesquelles on s'est engagé avec vous parmi les premiers pour l'organisation de ces rencontres. Donc rappeler un petit peu quelle est la culture de l'école dans ce domaine et notre engagement en matière de responsabilité sociale et sociétale. Et puis partagez-vous un élément d'actualité dont je vais reparler, puisque dans quelques minutes se signera à l'école les accords les objectifs du développement durable, donc qui sont en lien avec l'agenda 2030 et leur transcription dans les universités. Et quand tu dis à l'école, c'est-à-dire à Dijon, à Bourgogne School of Business. Dans quelques minutes, à 12h30, nous signerons donc l'équivalent, c'est pas l'équivalent, l'accord qui concrétise l'agenda 2030 pour les universités. Donc on signe ça avec la Fédération des étudiants. Donc Stéphane Boursieux signera avec la Fédération des étudiants de l'école notre engagement pour l'agenda 2030. On n'est pas seulement dans le débat, on est aussi dans l'action. Cette action, Exactement. Elle date d'il y a un moment chez vous, Donc, Alexandre. Depuis à peu près, on le date en général de 2003, c'est-à-dire le véritable engagement de l'école a commencé en 2003. Autour de, alors je dirais, on peut citer trois éléments principaux. D'abord un gros programme chez nous qui a été un programme vraiment initié à l'école et qui a fait des petits un peu partout, qui est la pédagogie par l'action citoyenne, dans lequel nos étudiants s'engageaient auprès d'associations humanitaires ou sociales et avaient un module spécifique dédié à ça. Donc depuis 2003, on a lancé ça à l'école. Ça s'est traduit également en matière de recherche par la création de plusieurs chaires en partenariat, là on peut peut-être les citer, la Banque Populaire, Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse d'épargne, Bourgogne-Franche-Comté, plus récemment le pôle de compétitivité Vitagora, autour d'engagements autour de la RSE, de la microfinance. On a une chaire microfinance. On avait eu le plaisir d'accueillir Mohamed Younous l'an dernier justement parce qu'on a une culture microfinance à l'école depuis 2008. Autour de l'innovation et le management responsable qui est un véritable enjeu. Donc on a ça, et je dirais, donc ça c'est sur l'aspect recherche. J'évoquais hier qu'un grand nombre des recherches de l'école sont portées autour de ces enjeux-là, qui peuvent être éthiques, qui peuvent être autour du développement durable, qui peuvent être autour de, on devait en parler ce matin, mais de la culture comme le 4e pilier du développement durable, qui fait aussi partie d'un certain nombre d'éléments de réflexion. On a calculé, on a à peu près 40% des enseignements de l'école aujourd'hui qui se font autour de ces enjeux-là. Donc 40%, c'est un chiffre qui est très important, qui a augmenté ces dernières années. Voilà, l'école traduit cet engagement par un programme qui s'appelle Lead for Change, qui existe depuis 2017 chez nous, qui traduit à la fois les engagements de l'école dans ces dimensions-là, qui peuvent être sociales, sociétales, etc. On met beaucoup d'énergie sur le handicap et les notions d'inclusion. On met beaucoup d'énergie sur les questions de diversité. On a également un programme qui, dès l'entrée dans l'école, l'Innovation Sprint, qui est un programme qu'on a créé l'an dernier. Dès l'entrée dans l'école, on marque les étudiants en faisant venir des entreprises engagées et en les faisant travailler sur des projets de réflexion sociétale. Alors, et cette charte donc, des objectifs de développement voilà, pour durable. pas être trop long, effectivement, mais donc nous signerons aujourd'hui même donc la charte qui traduit un petit peu tous ces éléments-là. Et donc, à 12h30, Stéphane Boursieux, président du directoire de l'école, signera cette charte donc, dans laquelle on prend un certain nombre d'engagements. Et notamment, en fait, cette charte a vocation à traduire ou à manifester notre volonté de reconnaître notre responsabilité dans la transformation de la société en tant qu'école de management. Ce que j'évoquais hier, on forme des futurs managers, on forme des futurs responsables dans les organisations publiques, privées. Et donc, on a un rôle à jouer, on affirme ce rôle à jouer. Et donc, cet accord a vocation à traduire cet engagement. Pour vous, Madame Royal, qui avait été ministre de l'Environnement au moment où on a concrétisé ces objectifs de développement durable aux Nations Unies, vous devez être extrêmement enthousiaste à l'idée que, alors que la crise nous éloigne de ces objectifs, on entend des acteurs de la société civile s'engager. Je voudrais vous faire réagir sur un point très précis qu'évoquait Alexandre. On sait votre parcours politique, on sait que la démocratie participative, le fait d'embarquer les citoyens dans la vie politique française, dans la vie publique et aussi maintenant dans la vie des organisations territoriales, ça a été un de vos combats les plus longs et les plus durs aussi.
Je crois que ça a pris forme et on vous le doit. La pédagogie par l'action citoyenne. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui vous présidez encore cette association Désir d'avenir pour la planète qui porte le nom de cette démarche que vous avez portée en 2007 ? Comment est-ce que, avant qu'on arrive au thème de la justice climatique en tant que telle, comment est-ce que vous voyez l'ambiance autour de vous ? On sait que les citoyens sont effrayés. Est-ce que vous sentez encore une volonté de s'engager comme Khadija nous l'a démontré tout à l'heure ? Bonjour à tous déjà, merci de votre invitation. Donc, je vous refais un petit sourire parce que c'est quand même plus agréable pour communiquer. Comment est-ce que je sens les choses ? Je pense que les gens ont besoin d'être responsabilisés. Vous voyez, chaque fois que vous vous infantilisez, chaque fois que vous prenez la décision à la place des autres, pensant que vous avez la science infuse et que vous êtes tout seul plus intelligent que l'intelligence collective, vous vous trompez. Donc, le processus de décision, surtout dans des sujets complexes ou face à la peur, appelle un renforcement de la capacité de faire confiance et de trouver un discours de confiance et de sécurisation. Pourquoi ? Parce que la peur conduit à la peur. Vous voyez, si on a peur d'être malade, on tombe malade. C'est très simple. Hein. Donc, plus on va activer des mécanismes de peur, plus les défenses immunitaires vont s'effondrer. Donc c'est vrai sur le plan de la santé, mais c'est vrai aussi psychologiquement sur plein de sujets. Et il y a un lien avec le climat, puisqu'on parle aussi de la résilience. Je viens d'écrire un livre d'ailleurs sur la résilience. La résilience des territoires frappés par des crises climatiques ressemble furieusement à la résilience de tout être humain frappé par des chocs sanitaires ou sociaux, etc. Et donc, pour sortir d'un mécanisme de choc qui peut déstabiliser une entreprise, qui déstabilise une ville, qui déstabilise un territoire. Pour sortir de ce choc et pour retrouver un nouvel équilibre, il faut bien retrouver des forces intérieures pour s'appuyer là-dessus. On va réfléchir sur ce sujet précisément de la complexité et de la confiance demain. C'est l'objet de notre journée pour agir à temps, parce que sans confiance et sans respect, avec humilité pour la complexité, on n'y arrivera pas. Et vous avez fait vous-même un effort considérable en publiant ce manifeste pour la justice climatique, d'essayer de décomplexifier un peu tout en respectant la matière scientifique extrêmement dense qu'il y a derrière l'enjeu de la justice climatique. Le travail du GIEC s'est évidemment beaucoup penché là-dessus. Ségolène Royal, la question principale que je voulais vous poser, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment, sans justice climatique, sans justice environnementale au sens large, puisque vous avez mentionné le sujet de la biodiversité qui est extrêmement important aussi, il ne peut pas y avoir de bien-être pour les êtres humains? Alors, avant le bien-être, il faut l'être. Vous voyez ? Et aujourd'hui, la question climatique menace les hommes et les femmes, même dans leur existence et dans leur survie. Donc, le bien-être, c'est déjà un concept de société privilégiée, puisque la plupart des sociétés aujourd'hui les plus pauvres, les États insulaires, qui sont menacés de disparition, les États les plus pauvres, les plus chauds, qui sont menacés d'effondrement économique, alors ils n'ont déjà pas grand-chose. Donc les nouvelles maladies, engendrées aussi par le réchauffement climatique, posent la question de la survie, avant même le bien-être. Vous voyez ? Donc c'est déjà un processus évolué, le bien-être. Et moi, je voudrais reposer dans la question de la justice le droit de vivre, déjà, tout simplement. Et ce manifeste de la justice climatique que j'ai écrit justement après la conférence de Paris sur le climat en tant que présidente de la COP21 refait la synthèse des rapports que j'ai rendus à l'ONU en tant que présidente de la COP21, un rapport sur la sécurité et climat, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui les crises climatiques conduisent aux guerres, puisqu'on a analysé sur les 40 dernières années, 70% des conflits sont liés au réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effondrement des ressources agricoles, donc une flambée des prix, donc des révoltes populaires, parce que les gens n'ont plus de quoi manger. Bon. Ensuite, il y a femmes et climat. Et là aussi, on pose à la fois la question de la justice pour les femmes et en même temps la question des solutions au réchauffement climatique, parce qu'on voit aussi l'ingéniosité des femmes par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, aussi la façon dont elles ont alerté il y a bien longtemps sur la question de la déforestation ou de la sécheresse. Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui nourrissent leurs enfants. Donc la première chose qu'on cherche à faire, c'est de donner de l'eau potable à son enfant, lui donner à manger. En plus, 80% des femmes agriculteurs sont des agricultrices, qu'elles n'ont pas accès souvent au crédit bancaire. Vous parliez tout à l'heure de la microfinance, voilà des solutions
opérationnels pour permettre l'augmentation des rendements agricoles en donnant aux femmes la capacité des outils de production. C'est des choses essentielles. On va zoomer sur cet aspect égalité femmes-hommes dans la conversation. Et vous avez mentionné l'enjeu de la sécurité. On va en parler demain avec le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du département du maintien des opérations de la paix, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de conflit. Et on terminera sur ça avec le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'urgence climatique vendredi 29, Selwyn Hart. Donc merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. Avant de reprendre une vision plus géopolitique de la chose, je voudrais revenir sur votre sensibilité au territoire. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment, politiquement, mais vous avez été présidente de région, vous vous êtes battue longtemps pour que la région que vous avez présidée soit pleinement intégrée à l'hexagone français, bien connectée, etc. Il y a une dimension territoriale dans tout ça, vous l'avez mentionné aussi, entre le nord et le sud. Est-ce qu'à l'échelle peut-être française, pour commencer, puis à l'échelle internationale, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce qu'un monde déréglé climatiquement peut impliquer pour notre survie, avant même d'entrer dans la théorie du bien-être dont vous nous rappeliez qu'elle est encore un petit peu un cran au-dessus? Sur le plan territorial, comment vous voyez les choses en France et à l'international? Sur le plan territorial, je crois qu'il faut, je le disais tout à l'heure, faire confiance là aussi à l'intelligence des territoires. Vous voyez, souvent, les territoires ont des solutions, mais ils ne sont pas suffisamment écoutés. Et vous avez raison de rappeler les dimensions régionales. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma région Poitou-Charentes était jumelée avec la région de Fatick, au Sénégal. Oui. Donc on a regardé ce qui se passait à Fatick, on a vu qu'il y avait des élevages de chèvres. Et ma région est la première région productrice de lait de chèvre. Donc on a envoyé des éleveurs de chèvres de Poitou-Charentes à Fatick. Les éleveurs de Fatick sont venus en Poitou-Charentes. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé que le co-développement, ce n'était pas nous qui savions tout, et puis les éleveurs africains qui ne savaient rien, mais c'était au contraire une alliance de savoir-faire. Et la preuve, c'est qu'il y a des technologies et une adaptation des races de chèvres pour les pays chauds et pour la sécheresse. Et comme la France est de plus en plus touchée aussi par les phénomènes de sécheresse, y compris donc dans le Poitou, nos éleveurs ont beaucoup appris aussi des techniques d'élevage en Afrique. Et nous, on leur a apporté le savoir-faire de la transformation. Donc on a réussi même à installer à Fatick un centre international caprin, une fromagerie qui s'appelle la fromagerie Ségolène. Je suis très contente. C'était incroyable parce que les femmes se sont mises à fabriquer du chabichou, le fameux chabichou du Poitou, voilà, dont j'avais réalisé l'appellation d'origine contrôlée. Donc il y a le chabichou du Poitou de Fatick, du Sénégal, que je suis allée goûter. Innovation économique et sociale en même temps. Donc c'est formidable parce que c'est des communautés humaines, à la fois dans la coéducation, et puis des liens d'amitié ensuite qui se nouent, et des échanges techniques et donc aussi quand on parle des migrations de la misère, vous voyez, quand les hommes et les femmes ont leurs troupeaux, leurs élevages, leur habitation, leur énergie solaire qui arrive, et on avait installé aussi les fours à basse consommation de bois qui consomment 7 fois moins de bois, plus les fours solaires. Et les fours qui consomment 7 fois moins de bois, c'est des technologies toutes simples, qui sont après transmises des générations passées. C'est-à-dire que c'est le four en terre, à l'intérieur d'un four en métal. Et donc il y a eu des échanges entre les lycées professionnels de Fatick et les lycées professionnels de Poitiers pour faire les poteries, faire la soudure des pots, etc. Et des échanges de professeurs entre les deux pays. Mais c'est extraordinaire. Ces exemples sont édifiants et je voudrais démontrer que les Français apprécient ces exemples-là, puisqu'on a fait une étude d'opinion avec notre partenaire Focus 2030 pour préparer ces rencontres du développement durable. Et il y a 2 chiffres qui font écho à ce que vous venez de dire. Le premier chiffre, c'est que 45% des Français mettent en priorité absolue le renforcement des prérogatives des collectivités territoriales pour réaliser cette transition écologique. On a déjà fait du progrès avec la loi NOTRe, à laquelle vous avez beaucoup participé durant le quinquennat précédent, évidemment, mais il y a une vraie attente territoriale. Et 62% des Français souhaitent que la coopération internationale portée par la France, alors qu'on s'apprête à étudier la prochaine loi qui cadre l'aide publique au développement, soit renforcée pour être plus solidaire vis-à-vis des pays du Sud, avec lesquels on peut avoir des coopérations qui ne sont pas des coopérations condescendantes, mais des coopérations de co-développement.
Je voudrais aborder un troisième chapitre que vous avez développé dans ce manifeste qui synthétise les rapports que vous avez remis aux Nations Unies en tant que président de la COP21. C'est sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. C'est un sujet qui malheureusement est revenu encore plus fort au devant de l'actualité avec la crise du coronavirus à cause des violences intrafamiliales dont nous savons qu'elles sont déjà extrêmement fortes et elles ont été accentuées par cette crise. La France s'apprête, le président de la République l'a annoncé, à organiser la grande conférence des Nations Unies sur les femmes, le fameux Forum Génération Égalité, l'année prochaine, puisque ça a été retardé à cause du coronavirus. Ça fait 25 ans que cette enceinte internationale, et vous connaissez bien les enceintes internationales, n'a pas été réunie. Et dans ce forum, il y a une coalition d'action entre États, entreprises, collectivités, associations, précisément sur le lien entre inégalité femmes-hommes et climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, à l'aune de ce que vous avez fait en tant que présidente de la COP21, en quoi consiste cette problématique? Parce qu'on n'arrive pas forcément à saisir en quoi est-ce que le dérèglement climatique peut accentuer les inégalités femmes-hommes. Pouvez-vous nous aider à y voir plus clair? Oui, bien sûr. Très brièvement, regardez, les victimes du dérèglement climatique sont principalement les femmes. 70% des victimes du dérèglement climatique sont des femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont les pauvres qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moins de $1 par jour, ce sont les femmes, massivement. Deuxièmement, on a même observé que dans les tsunamis, par exemple, les femmes sont beaucoup plus victimes parce qu'elles savent moins nager que les hommes. Elles ont les enfants en bas âge, donc elles ne se sauvent pas, elles portent leurs enfants. Elles ont les personnes âgées à la charge, c'est-à-dire le groupe famille est à la charge des femmes. Et en plus, elles savent moins nager. Et alors, ça paraît anecdotique ce que je dis là, hein. Et il y a une revendication des femmes pendant la COP21 d'avoir des formations spécifiques de sauvetage, de brevets de sauvetage pour savoir comment se comporter face au dérèglement climatique. C'était intéressant. Il fallait les entendre, ce filet de voix qui disait « mais nous, on sait moins nager que les hommes ». Donc, c'était pas pour que les hommes nagent moins non plus, hein, mais c'est pour dire que même dans le rapport physique à la catastrophe climatique, les femmes étaient en plus grande difficulté. Et enfin, les femmes sont les solutions du dérèglement climatique. C'est-à-dire, si on les écoute davantage, elles ont des solutions par rapport au réchauffement climatique. Et elles ont alerté depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'elles ont alerté depuis très longtemps ? Parce que si on avait écouté les femmes, notamment les femmes africaines, qui disaient attendez, il y a 10 ans, on faisait 3 km pour aller chercher le bois, il y a 8 ans, on en faisait 6, il y a 6 ans, on en faisait 10, et maintenant on en fait 15, on se serait peut-être dit, mais il y a quelque chose qui se passe quand même, à la fois en déforestation et en progression de la sécheresse. Et comme c'était des sujets de femmes, ça n'intéressait personne. Jusqu'au jour où on s'est dit, peut-être que ce que disent les femmes, c'est peut-être aussi des sujets prioritaires et des sujets importants. Vous voyez, or ça, elles le disent depuis des années. Les femmes en Afrique, c'est 4 milliards d'heures de travail gratuit, rien que pour aller chercher l'eau et le bois. Et on a pu montrer aussi que plus les femmes doivent marcher longtemps pour aller chercher le bois, ensuite elles subissent des agressions sexuelles, c'est les petites filles à la puberté qui tombent enceintes, donc c'est pris aussi sur le temps de l'école. Puis c'est le prétexte pour ne pas mettre les filles à l'école. Non, elles vont chercher l'eau et le bois, donc on ne les met pas à l'école. Et la question de l'éducation des filles, elle est absolument cruciale pour le développement économique des pays. Donc ne serait-ce que ce levier-là, par rapport à la décharge du poids, du poids des tâches ménagères, par accès à l'énergie solaire. Et c'est ce qui m'a conduit, au moment de la COP21, à rencontrer l'Association des femmes mères d'Afrique et à créer avec elle donc, cette fondation de désir d'avenir pour la planète qui s'occupe d'apporter l'énergie solaire sur les maternités en brousse. Voilà, je suis très heureuse de vous apprendre, parce qu'hier j'étais en réunion Zoom avec le Cameroun, que nous équipons, à la fin de l'année, nous aurons équipé 10 maternités en brousse. Alors c'est un petit échantillon, mais c'est déjà un changement tellement extraordinaire, au lieu d'accoucher dans le noir, vous voyez, d'accoucher avec une ampoule électrique parce qu'il y aura eu un panneau solaire sur le toit. C'est aussi tout un écosystème qui se met en place, parce qu'après il y a l'hygiène de l'eau, il y a l'eau qu'on peut amener par l'énergie solaire, etc. Ensuite, voilà, donc c'est tout un écosystème qui se met en place et qui est la reconnaissance fondamentale dès la naissance de la dignité des femmes. Ségolène Royel, avant de terminer cette interview extrêmement riche, extrêmement dense et qui balaye l'ensemble des sujets de nos rencontres du développement durable, j'ai une question toute simple à vous poser. Khadija a fait un témoignage poignant tout à l'heure qui, comme de nombreux jeunes avec lesquels l'Institut Open Diplomacy a l'occasion de travailler, montre que l'urgence climatique
peut non seulement créer une génération sacrifiée, mais qu'elle est déjà en train de créer une génération traumatisée. Vous avez tout à l'heure échangé informellement avec Alexandre Asselineau, qui je rappelle est directeur de la recherche de Burgundy School of Business, en disant bah oui, on peut peut-être essayer de mobiliser vos étudiants, les engager dans cette action, l'action d'une ONG, l'action des associations, et elles sont nombreuses, elles sont vivantes sur le campus de l'école. Si vous aviez un message à faire passer à cette génération-là, à laquelle je sais que vous avez toujours porté une attention particulière, ce serait quoi ? Ça serait de leur dire que ces efforts, ils sont faits pour leur génération. Enfin, que c'est à eux de reprendre le flambeau. Vous voyez ? Et le flambeau, il faut le prendre de façon positive. Ça, c'est très important, et de façon non dogmatique. Je me permets une petite question, parce que moi, je fais partie de cette génération, je suis un peu plus vieux, même que j'ai du mal à mettre mon masque correctement, comme les boomers. Mais on a toujours l'impression de se dire, vous nous faites porter quelque chose, alors que les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas nous qu'on les a créées, comme on dit très simplement. Nous, on hérite d'une planète déjà dans un état extrêmement dégradé. On a une dette fiscale, une dette climatique à rembourser. Elle est extrêmement lourde. Et on nous demande à nous, en plus, de faire les efforts. Et c'est un peu aussi ce qui s'est dit avec ce plan de relance où les jeunes avaient l'impression de payer la facture du coronavirus pour des générations qui n'ont pas été précautionneuses, qui n'ont pas été capables d'anticiper une pandémie, qui sont responsables aussi de la façon dont le système international fonctionne. C'est difficile pour nous à entendre cet appel à la mobilisation. Vous savez que dans crise, il y a toujours deux concepts. Il y a le concept effectivement de drame et il y a le concept d'opportunité. Oui. Donc il faut vous considérer comme la génération des opportunités. Voilà. Et dans toute crise, il y a une façon de s'en sortir vers le haut. C'est pas facile, hein, ça veut dire qu'il faut quand même combattre, faire des choix, bien réfléchir ces choix-là, qu'ils soient bien judicieux et en même temps qu'ils soient bien co-construits. Et à ce moment-là, on est capable de basculer vers un autre modèle de société. C'est tout. Bon, et alors, vous employez des termes. Vous avez parlé de complexité, vous avez parlé de confiance, c'est le thème de la journée de demain pour agir à temps. Vous venez de parler de sortir de la crise par le haut, c'est le thème de la journée d'après-demain. Je vais vous embaucher comme porte-parole. Je vais vous embaucher comme porte-parole des rencontres du développement durable. Je rappelle, Ségolène Royal, que vous avez écrit, il y a d'autres livres qui sont sortis depuis de votre part, mais ce manifeste pour la justice climatique qui est ce qui nous a réunis, avec effectivement cette grande interrogation. Comment est-ce qu'on peut protéger notre bien-être ? Et vous nous avez rappelé de façon très fondamentale qu'avant de parler de bien-être, il y a simplement protéger nos vies, avec ce petit sous-titre « Vous pouvez agir ». Voilà. Je me permets de... Et la photo, vous savez qui a pris cette photo ? C'est Thomas Pesquet. Voilà. Thomas Pesquet, vous avez vu qu'il repart sur Mars. C'est pour ça qu'il Alors regardez, on est capable d'aller... Non mais attendez, pour finir, on est quand même capable d'aller sur Mars et on n'a pas encore mis au point la voiture électrique populaire, pas chère, où tout le monde peut... Absolument raison, c'est pour ça que je confirme les grands esprits se rencontrent, c'est pour ça qu'on a invité le directeur général de l'Agence spatiale européenne à venir nous en parler après-demain. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'aller sur la Lune et pas capable de changer ça ? Vous pouvez agir, je me permets simplement de dire que ce « vous » ne concerne pas que les jeunes comme Khadija et moi ou les étudiants de notre école co-organisatrice du jour, Burgundy School of Business, mais chacun d'entre vous qui nous écoutez, vous pouvez continuer à poser vos questions tout au long de la journée sur le site des rencontres du développement durable, sur la page live de l'événement. Évidemment, on va continuer très rapidement les échanges. Merci beaucoup à Madame Royal d'avoir Bonne réussite. Et merci aussi à Burgundy School of Business de prendre des engagements forts. Et si vous voulez que je rentre en contact avec les étudiants sur la charte et tout ça. Voilà, les connexions, la co-construction se crée en direct. Ouais.